Monsieur le Préfet, Madame la Préfète, Monsieur le Premier ministre, puisque j'ai un quart d'heure, je contenterai d'ajouter une note de bas de page à la présentation de Bertrand. Je crois qu'il est trop tôt, sans doute, d'affirmer, puisque c'est le thème de la réflexion, que la Chine est créatrice d'un nouveau monde, mais c'est clairement un acteur majeur, un acteur central dans le monde de 2016 dont je vais parler, ce qui ne veut pas dire un acteur global, au sens où la Chine serait présente sur toutes les questions internationales. Même si le mot d'ordre, Zhu Chuxie, Go Global, a d'abord une dimension économique, mais il est nuancé aujourd'hui par ce que le président Xi a mis en place, Fun Fa Yu Wei, lutter, se battre et obtenir des résultats. Autrement dit, c'est le résultat qui est le plus important. Donc je pense, c'est une thèse, qu'on est en train de sortir progressivement de la longue période, quarantaine d'années, du profil bas, selon les termes de Deng Xiaoping, en matière de politique extérieure, et qu'il y a des éléments de réelle politique classique qui, en tout cas, font débat dans les enceintes de discussion en Chine. Et certains auteurs commencent à dire, après tout, les zones d'influence, ça existe, les alliances, pourquoi pas, les pactes, et puis les bases à l'étranger, Djibouti, dans le golfe de Tadjoura. Djibouti, dans le golfe de Tadjoura, première base navale chinoise à l'extérieur, depuis le retrait des troupes de Corée du Nord en 1958. C'est une réponse à la base des forces d'autodéfense du Japon, qui est installée pas très loin de la nôtre et pas très loin surtout du camp américain L'aumônier. C'est présenté comme une base logistique. Je ne suis pas sûr que ça soit l'avis de notre état-major des armées. L'idée de base extérieure a été lancée déjà en 2010 par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Shen Dingli, qui dirige le Centre pour les études américaines de Fudan. Il avait parlé de ça il y a déjà longtemps. Il n'y a pas eu de réaction internationale et en Chine, on teste. J'ai toujours été frappé d'ailleurs par sa capacité d'anticipation. Je crois qu'on est en train de sortir. Là aussi, il y a débat, parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée en Chine sur ces questions internationales, de la politique du non-alignement, dont on commence à considérer que c'était une politique adaptée à un rapport de force défavorable. Le non-alignement, c'est bien pour les faibles. Et on sort probablement des 5 principes de la coexistence pacifique, dont j'ai plutôt la thèse d'une transition qui est classique parce que c'est la contrepartie de l'ampleur croissante des intérêts chinois dans le monde. Le meilleur exemple, c'est la manière exemplaire avec laquelle les forces chinoises, l'APL, a organisé le rapatriement par la Crète des 12 ou 13 000 ressortissants chinois qui étaient installés en Libye. Ils ont fait ça tout seuls. Donc il y a une réflexion sur les conséquences politiques ou géopolitiques des intérêts chinois dans le monde. L'objectif restant le même, un objectif intérieur d'atteindre vers 2025-2030 ce qu'on appelle lucidement en Chine un état de moyenne aisance pour la population. De moyenne aisance. Il ne s'agit pas de rattraper le niveau de vie des Américains, il s'agit d'atteindre la moyenne aisance. Et l'action extérieure a d'abord pour but de créer les conditions de cette moyenne aisance et d'un développement moins déséquilibré. La géoéconomie est première, mais elle n'est pas seule. Nous sommes ici au Futuroscope, en France, et je crois que c'est très important d'éviter dans nos jugements de l'évolution extérieure de la Chine ce que j'appellerais un biais américain. J'ai encore passé l'été à lire des ouvrages de très bons spécialistes des États-Unis. Il y a une obsession aux États-Unis de la montée en puissance de la Chine. Donc la conclusion, comme on en a peur, c'est de dire que la Chine reste une puissance partielle. Mais il y a aussi cette obsession, je dirais, du côté chinois. Donc je crois que nous avons intérêt, c'est ce que vous faites, Monsieur le Premier ministre, à essayer de nous forger une pensée française et européenne de cette problématique chinoise. J'ai regardé un peu en détail l'activité diplomatique de la Chine dans le premier semestre 2016. Entre parenthèses, d'ailleurs, le site du ministère des Affaires étrangères chinois est tout à fait remarquable
Là, on voit très bien qu'on on peut travailler avec cela. Le découpage d'ailleurs du monde au ministère est tout à fait intéressant parce que, en fait, ça met en valeur d'abord que les États-Unis et le Canada, ça fait partie de la région Pacifique. Donc il y a bien un ensemble Amérique du Nord-Pacifique. Et qu'il y a un découpage, à la différence des départements américains. Dans les affaires eurasiennes, le terme n'est pas employé en Chine. Il y a d'une part l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, la nôtre, et puis Europe, Russe, Asie centrale. C'est un découpage extrêmement intéressant. Une école de pensée, il y en a 7 ou 8, insiste sur le fait qu'il faut d'abord développer des relations avec les autres puissances, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et l'Union européenne. Vu de Pékin, l'Union européenne est une puissance politique et géopolitique. C'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Au ministère des Affaires étrangères, on insiste aussi sur ce qu'on appelle le Global South, traduction anglaise, plutôt américaine, c'est-à-dire le Sud globalisé. Le département international du parti est plutôt sur une ligne plus nationaliste, ce qui est assez normal. L'Armée populaire de libération étant réputée plus réaliste. Beaucoup de voyages, surtout du président Xi, mais des voyages, je dirais, thématiques. Est-ce qu'on peut passer au suivant? Voilà, une visite en Pologne avec le nouveau président polonais Duda. Je n'ai pas évidemment connaissance de ce qu'il y a dans les dossiers rouges, mais je sais ce qui s'est passé. Ils sont allés ensemble à Łódź, c'est une ville industrielle à 200 km à l'ouest de Varsovie, où se trouve un des terminaux de la ligne de chemin de fer qui part de Chengdu. On est là dans la route de la soie. Quand il est venu voir Mme Merkel en 2014, après être passé par Lyon et Paris, Lyon, Institut Mérieux, Paris, Collège d'Europe à Bruges, puis la Commission, avant d'aller à Berlin, il s'arrête à Duisbourg. Pourquoi? Parce que là, vous avez tout un système de liaisons ferroviaires qui part de différents points, qui transporte toute une série de choses, hein, des produits industriels en particulier. Il y a là clairement la mise en œuvre par le président lui-même et ses envoyés du grand projet Idai-Ilu. Il visite la Pologne, il visite la Serbie pour la même raison, il visite l'Égypte parce que le canal de Suez, qui est absolument stratégique aujourd'hui pour les relations chinoises, l'Organisation de coopération de Shanghai à Tachkent, l'Asie centrale. Il va très vite en Arabie saoudite et en Iran après l'accord du 14 juillet sur le nucléaire. Le Premier ministre a beaucoup moins voyagé en 2016 qu'en 2015, c'est ce qu'on voit sur son blog. Il a visité la Mongolie, il était à Davos, le sommet de l'ASEM. Le ministre est sur tous les fronts. Il était il y a quelques semaines en Inde, qui est un vrai problème, en Russie souvent, en Asie, en Afrique côtière, océan Indien, en Asie centrale. Un petit groupe voyage qu'on appelle d'ailleurs le petit groupe dirigeant, un conseiller d'État, le vice-premier ministre, un autre vice-premier ministre, le ministre, bien sûr, Mme Liu, sur les questions d'influence. 17 rencontres avec Vladimir Poutine, entre le président Xi et le président Poutine, depuis 2013. Le président Xi envoie son directeur de cabinet, chef du bureau général du parti, Li Jianchu, en 2015, signe qu'on place la relation avec la Russie au plus haut niveau, actuellement, je dirais, du protocole. Alliance, Bertrand l'a dit, non. Les relations économiques Chine-Russie sont 10 fois moins importantes qu'avec les États-Unis. La Chine sait très bien que le partenaire américain est fondamental au plan économique et technologique, mais en même temps, on a besoin d'une coopération ad hoc face à ce qui est perçu comme une insupportable hégémonie américaine, d'où des manœuvres navales communes en mer de Chine au mois d'août avec la flotte russe, avec l'escadra, et un programme plus important à venir, d'où cette visite qui est passée assez inaperçue du contre-amiral Guan Yufei à Damas, il y a 3 semaines, pour parler formation et coopération militaire. La Chine n'a pas d'alliés, on l'a dit tout à l'heure, peut-être le Pakistan, le Laos sur le Mékong, le Cambodge, le Mékong, un immense port sur le golfe de Thaïlande, construit par un groupe de Tianjin, inauguré par un des membres du bureau politique, le Myanmar. Mais ce qui m'a frappé en regardant le calendrier, ce sont moins les visites vers l'extérieur que les visites vers Pékin. Venir prendre son bâton de pèlerin aujourd'hui, quand on est président du Mozambique, du Nigeria, du Costa Rica, président Poutine, les autorités allemandes, françaises, britanniques aujourd'hui, on essaye de jouer la carte chinoise contre Paris et Berlin, c'est un peu illusoire, mais c'est comme ça, à Londres.
le roi du Maroc, tout le monde a pris son bâton de pèlerin pour aller à Pékin. Il y a donc là une centralité qu'on peut vraiment mesurer, quantifier. Le président indien, la présidente de Corée du Sud, le Polonais, la Suisse, l'Australie, le Canada, sans compter Kerry, Susan Rice, etc., etc. Il y a donc une diplomatie économique. Il y a un génie d'inventer des enceintes régionales. Les Chinois ont inventé des réunions, des formats, comme on dit en diplomatie, Chine, Europe centrale et orientale. Acier ukrainien, blé polonais, infrastructure. Il y a 50 groupes de travail sino-russes, 120 enceintes de dialogue sino-américaines. Dans le ciel, il y a tous les jours 9000 passagers entre les États-Unis et la Chine, 9000. Il faudrait faire le compte pour l'Europe. Il y a 64 de discussions entre l'Union européenne et la Chine, et une diplomatie bilatérale quand ça permet de contourner les obstacles, comme en Asie du Sud-Est. Il y a des limites à cette diplomatie globale. La Chine est très impliquée dans les opérations de maintien de la paix. Elle était un peu en retrait au Conseil de sécurité, suivant souvent les positions russes, notamment pour lutter, pour combattre l'interventionnisme excessif de nos amis américains. Elle n'est pas très présente sur le règlement des crises internationales, même là où elle a des intérêts, sauf peut-être sur l'Afghanistan. Vous avez des discussions Pakistan, Afghanistan, États-Unis, Chine, parce que l'Afghanistan est un élément du dispositif géoéconomique en Asie. Le win-win, c'est pas toujours. Je me souviens d'une discussion au Conseil d'État récemment à Pékin sur le thème, écoutez, les sanctions contre la Russie, vous avez perdu le TGV Moscou-Kazan. Hein, nous ne coopérons pas toujours, mais sur l'Iran, ils ont été très inquiets du retour des intérêts français en Iran, et là, on en a parlé, on me dit, oui, enfin, vous revenez, c'est pas très bon pour nous, mais on peut peut-être coopérer. Vous voyez, donc c'est tout à fait intéressant. Que nous apprend le 8e livre blanc de la défense qui a été publié le 25 mai 2015. C'est la 9e édition, pardon. C'est le premier qui porte sur la stratégie. Eh bien, c'est très simple. Une situation stratégique favorable à l'échelle du monde, avec des problèmes, mais les forces armées doivent passer d'une posture de défense active à une posture de défense active, une présence navale plus forte. Évacuation des ressortissants en Libye, même chose au Yémen en 2015, un bataillon entier maintenant au Soudan du Sud. On passe d'une défense territoriale et périphérique à une capacité de projection en protection des intérêts lointains. On passe de la défense de théâtre à la mobilité transthéâtre, 4 secteurs critiques, espace, cyberespace, nucléaire, domaine maritime. Je lus le texte, il faut abandonner la mentalité traditionnelle qui veut que la terre l'emporte sur la mer. Vous regarderez ce texte, donc projection offshore, un budget de la défense en hausse continue, 145 milliards de dollars, je dirais à 15% près, c'est-à-dire il faut sans doute ajouter 15%, ça représente que 1,4%. Il y a la perception générale d'une centralité de la Chine en Asie et clairement d'un déclin américain. Tout ceci se traduit par ce qu'on pourrait appeler un déficit de confiance stratégique du côté des États-Unis à l'égard de la Chine, et j'irai réciproquement. Du côté français, nous avons un petit problème, si j'ose dire, de principe sur la question de la mer de Chine méridionale. Je n'y insiste pas. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a clairement insisté au Shangri-La Dialogue en juin dernier, lisez son discours, sur la primauté du droit. Je ne veux pas faire de polémique avec nos amis chinois, mais si les droits historiques s'appliquaient partout, la Méditerranée pourrait être libanaise à cause des Phéniciens, grecque à cause d'Athènes, arabe, elle pourrait être ottomane, l'Atlantique Nord serait norvégien à cause des Vikings, et l'océan Indien appartiendrait à Oman et à Zanzibar. Vous voyez qu'il faut essayer de discuter sur ces questions de droit international. Il y a clairement quelque chose de l'ordre d'une zone d'influence qui s'installe en Asie du Sud-Est, une sorte de forme asiatique de la doctrine Monroe. On peut peut-être employer d'autres termes. Information de CCTV en français au Kenya sur l'inauguration de la nouvelle ligne de chemin de fer Mombasa sur la côte, Nairobi, qui va se prolonger vers Kampala et pourquoi pas au Rwanda. Les efforts de la Chine en matière de soft power,
traduit en chinois par puissance molle, puissance faible. Influence, traduction en chinois littéral, ombre portée, c'est beaucoup plus joli. Diplomatie publique, ce sont des efforts spectaculaires, non seulement en termes financiers, mais en termes d'impact. Vous ne pouvez pas avoir une réunion importante quelque part en Afrique sans avoir quelque part CCTV en anglais ou en français chez un chef d'état-major ou un ministre. Modèle CNN pour les instituts, modèle Alliance française. Xinhua a une couverture mondiale, c'est une remarquable agence de presse. Les sites des ministères sont de facture très moderne. Beaucoup de débats sur l'influence, beaucoup de débats sur ce que c'est, en Chine même, des débats tout à fait passionnants. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de citer à mon tour quelqu'un que je fréquentais également, le regretté Wu Jianming. Je cite, « Il estimait que le cœur du soft power chinois, c'est sa culture si puissante. Mais nous ne cherchons pas à transformer les autres avec elle. Nous croyons que nous devons rechercher les bases communes tout en préservant les différences. Et nous avons compris depuis 2000 ans que la diversité culturelle est une réalité qui ne peut pas être changée. Mais, il évoquait la crise d'identité et de valeur de la Chine actuelle et de la nécessité de réinventer sa culture. Nous pouvons méditer sur ces réflexions et sur cette articulation entre l'unique et l'universel. La Chine est attractive, médias, cinéma, 265 900 étudiants étrangers actuellement en Chine. Corée du Sud, 18 000 Américains, 15 000 Japonais, 12 000 Vietnamiens, 11 000 Thaïlandais, 10 600 Russes. Aussi des étudiants français. Dernier point pour conclure, quelque chose qui me passionne comme géographe, sur lequel je travaille déjà beaucoup avec des réunions en Corée, à Moscou, à Pékin et ailleurs, Idai Ilu, c'est la projection géoéconomique. Ce qui est passionnant quand on discute avec les autorités chinoises ou les responsables, c'est leur vision stratégique, j'allais dire leur vision géographique. Ça, c'est un schéma, parmi d'autres, d'un monde organisé par la grande vitesse, à partir du désenclavement évidemment intérieur de la Chine. Là aussi, un projet animé par un petit groupe dirigeant, présidé directement par le vice-premier ministre, avec un petit groupe. Il n'y a pas de carte véritablement. Le mot-clé, c'est la connectivité. Ça sert évidemment à transférer une partie des surcapacités, à créer des corridors, à faciliter les échanges, à avoir des logiques de désenclavement. J'en ai parlé tout à l'heure. On peut prendre quelques exemples. On va faire défiler là. Ça, c'est la carte officielle. Vous voyez, ce n'est pas véritablement une carte, mais il y a une vision globale. On continue. Des corridors qui sont en voie d'équipement. Ensuite, ça, c'est surtout l'Asie centrale. Des corridors planifiés, gazoducs, oléoducs, lignes à haute tension. Ça permet évidemment aux pays d'Asie centrale de se sortir un peu de la présence ancienne du grand frère russe. Ça permet un accès aux ressources. C'est une introduction de la modernisation. Quelques photos. On continue. Toujours la porte d'entrée de Korgos à la frontière du Kazakhstan. Ensuite, une espèce de gare de triage. Le chemin de fer sur Aktao. Gazoduc. Même chose, une raffinerie. Moscou-Kazan, que nous avons perdu. Chine-Kyrgyzstan. Et puis une carte que j'ai essayé de synthétiser pour un article du Figaro Magazine au début de l'année. Je conclus. Je dirais que la Chine est une puissance en transition, c'est-à-dire qui est amenée à quelque chose d'assez classique, au fond, compte tenu de ses intérêts, mais c'est aussi ce qui me frappe, une puissance de conviction. 65 États membres de cette nouvelle banque, dont la France, à juste titre, malgré la résistance des États-Unis. Je vois que le Foreign Office vient de publier une étude tout à fait passionnante sur les opportunités pour les entreprises britanniques dans ce programme Idai Ilu. Évidemment, une volonté de changer l'environnement régional, mais aussi, puisqu'on a parlé de mondialisation, la mondialisation, techniquement, logistiquement, elle est maritime. 90% des échanges, c'est par mer. La dimension terrestre de ce projet Idai Ilu, c'est que la mondialisation peut être également continentale, terrestre. C'est ça ce qui est en train de changer. C'est très intéressant pour les Russes, mais je me souviens d'une discussion avec des Russes à Séoul et des Chinois. Ils disaient « Oh, mais c'est bien ce projet, la route de la soie. Vous n'êtes pas venus nous en parler.
Alors qu'est-ce qu'on va faire, nous, les Russes? On va regarder passer les trains, mais vous savez, on fabrique des locomotives, on peut même peut-être piloter. Donc vous voyez, il y a quand même une espèce de défiance, mais tout ça est très, très intéressant. La projection à l'extérieur suppose de s'impliquer plus dans le règlement des crises, et là, il y a une limite à la puissance chinoise. Avec qui faire ça? Avec la Russie? Avec l'Union européenne? Pourquoi pas en Afrique? On devrait le faire plus. Avec les États-Unis, je ne sais pas. En tout cas, ce qui me frappe pour conclure, dans tous les débats organisés, notamment par la Fondation, c'est la diversité des points de vue, la diversité des analyses. On a en face de nous des gens qui s'interrogent, des experts en géopolitique ou des responsables, qui sont ouverts. Là, il y a une véritable interaction. Je pense que nous ne sommes pas sans capacité d'influence sur nos interlocuteurs chinois. Et donc, tous les formats de dialogue, Monsieur le Premier ministre, sont toujours fructueux. Merci de votre attention.